Lecteur du soir, bonsoir. C'est une chanson corse qui s'appelle Sentinelle. Ça parle de la nécessité d'être une sentinelle pour son pays. Bon là, il chante dans un café, c'est pour ça que... Bon, on va continuer sur Rousseau, du contrat social. Parce que Rousseau, c'était une sentinelle philosophique. Non, allez. Oh, comme je maîtrise le fading. Ouais. Sentinelle. Sentinelle. Donc, du contrat social. Et on va attaquer le chapitre 5. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais faire un petit résumé. On a vu que Rousseau, en fait, avait montré que le droit ne pouvait pas être fondé par la force, ne pouvait pas être fondé par la folie, à un moment il aborde, ne pouvait pas, n'avait rien à voir avec la question de l'esclavage. En fait, il a expliqué que il y avait énormément de choses qui étaient transformées de façon artificielle en droit, qui engageait, qui déclenchait des devoirs, mais c'était du vent en fait. Ça ne pouvait pas servir. C'était improprement. Ça prenait improprement la forme du droit, d'un droit. Voilà. Et donc il a dit tout ce qui vient de la force, tout ce qui vient de la folie, tout ce qui l'esclavage, on fait croire que c'est un droit. On est au XVIIIe siècle, hein, mais c'est infondé. Et donc, chapitre 5, qu'il faut toujours remonter à une première convention. Oui, parce qu'on a vu aussi qu'il cherche, en fait, alors comment créer une convention légitime qui organise la société humaine. Et c'est ça son problème, en fait. Quand j'accorderai tout ce que j'ai réfuté jusqu'ici, les fauteurs du despotisme n'en seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. On est en plein dedans en ce moment, je le trouve. La multitude est soumise, moyennement, mais la société, elle n'est pas régentée. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves, je n'y vois point un peuple et son chef. C'est, si l'on veut, une agrégation, mais non pas une association. Il n'y a là ni bien public, ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier. Son intérêt, séparé de celui des autres, n'est toujours qu'un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, son empire après lui reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres après que le feu l'a consumé. Je sais pas vous, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Un peuple, dit Grotius, Grotius, pour ceux qui suivent, c'est le mec auquel il s'oppose, le type de l'époque, là, qui le détruit en fait. Hein. On est page 49, il le massacre, le pauvre Grotius. Je comprends qu'on n'en parle plus parce qu'il l'a tellement fracassé en fait. Un peuple, dit Grotius, veut se donner à un roi. Selon Grotius, un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil, il suppose une délibération publique. Avant donc que d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte étant nécessairement antérieur à l'autre est le vrai fondement de la société. En effet, s'il n'y avait point de convention antérieure, où serait, à moins que l'élection ne fût unanime,
l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand. Et d'où 100 qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour 10 qui n'en veulent point? La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention et suppose au moins une fois l'unanimité. Alors il dit plusieurs choses. Ce que je trouve très très beau, c'est cette idée que, avant tout régime politique, il faut qu'un peuple soit un peuple. Ah, en 2020, difficile à dire ça. Avant donc d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi ou un président, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple, car cet acte étant nécessairement antérieur à l'autre est le vrai fondement de la société. Voilà, le vrai fondement de la société, il est dans l'acte de faire peuple. Donc on n'a pas un problème actuellement, excusez-moi, hein, je suis obligé de parler là de ce qui passe par la tête, je ne sais pas si ce que je dis c'est intéressant ou pas. Là, il y a le prêtre orthodoxe là, qui s'est fait buter au flingue à Lyon. Il y a le policier qui s'est fait poignarder, qu'on a essayé de poignarder dans le 15e. Enfin, c'est tous les jours maintenant, en fait. Donc, il y a un moment, en fait, où je me suis dit aussi à un moment, mais quel est le connard qui aurait le culot de me faire chier si j'affirmais que c'était mieux avant, en fait? Vous vous souvenez, il y a encore quelques années, si on disait c'était mieux avant, on était un gros connard de réactionnaire, en fait. On était super suspect, quoi, une vraie merde en fait, pas progressiste, pas. Mais c'était mieux avant, honnêtement, c'était mieux avant en fait. Bon, donc là, donc en fait la question c'est la question des institutions, c'est pas la question de la laïcité, c'est pas la question de la République, c'est pas la question de la liberté d'expression à mon sens et en lisant Rousseau. Le vrai problème c'est quel est l'acte par lequel nous sommes un peuple. Nous ne sommes plus un peuple en fait. C'est ça le problème. Ensuite, dans le paragraphe suivant, ce qu'il explique, en fait, c'est sur les suffrages, en fait. Il explique que pour que la minorité se plie au vote de la majorité, il faut qu'à un moment antérieur, il y ait eu à un moment l'unanimité. Voilà. Chapitre 6. Du pacte social. Ah, ben on y arrive. Alors, du contrat social, et puis là, du pacte social. Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Donc bon, voilà, il part du principe que les hommes galèrent. Alors cet état primitif ne peut plus subsister et le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être. Donc voilà, alors l'état de nature chez Rousseau, bon, tout le monde court dans tous les sens à poil dans la forêt, et puis il y a un moment ça devient trop difficile en fait. Il y a les ours, il y a la foudre, etc. Et puis ils se disent on va crever, on va tous crever. Il faut qu'on s'organise entre nous parce que c'est pas possible. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement s'unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Voilà, bon, l'union fait la force, en gros, ouais, c'est ça qu'il explique. Et donc, c'est quand on est dans un état de danger mortel, le seul moyen de s'en sortir, en fait, c'est de s'unir. Cette somme de force ne peut naître que du concours de plusieurs, mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Donc là, ce qu'il explique, c'est que bon, on est tous en train de crever en courant à poil dans la forêt, dans l'état de nature, on se fait bouffer par les ours, la foudre, le reste. À un moment, les mecs, ils disent, on va mourir, donc il faut s'unir. Ça va créer une force supérieure. Mais le problème, c'est que cette force supérieure, elle peut se retourner contre les individus. Donc il faut arriver à créer cette force commune,
mais qu'elles ne mettent pas en danger les différents associés, en fait. C'est ça le problème de la création de la société. Donc je vous relis le problème que Rousseau se pose. On est en 1762. Hein. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Parce que oui, il y a aussi cette idée de liberté. Il veut absolument... Enfin, à cette époque, la liberté c'était important. Maintenant, tout le monde s'en fout. Mais les Américains ne s'en foutent pas. Les Américains ne s'en foutent pas. D'ailleurs, la Constitution américaine, elle a de la gueule. Hein, parce que bon courage à un Macron américain, vu qu'il y a 300 millions d'armes possédées par le peuple. C'était le sens d'ailleurs de l'amendement de Jefferson. C'était pas pour faire des cartons dans des écoles hein, qu'il a permis à tout le monde d'avoir des armes. C'était pour se défendre contre un éventuel gouvernement tyrannique. C'est vraiment un peuple qui va être qui est très difficile à soumettre en fait, le peuple américain, puisqu'ils sont armés en fait. Donc même avec une armée, on ne peut pas en fait. Nous, on est désarmés. Donc nous, on ferme notre gueule, on meurt. On est égorgé, on est tiré comme des lapins et on se cache. Je sais pas vous, mais moi, non seulement j'applaudis plus à mon balcon, non seulement les bougies, jamais fait en fait. Mais les minutes de silence, ça sera sans moi. Hein, parce que pour qui? C'est pour qui là, les minutes de silence là? J'ai appris qu'il y avait des minutes de silence lundi dans les écoles. Mais c'est les minutes de silence pour qui? Il paraît que c'est pour Samuel Paty, mais il y en a du monde qui mériterait. Pourquoi lui et pourquoi pas la pauvre brésilienne là, qui a été décapitée en disant, avec sa dernière phrase, dites à mes enfants que je les aime. Ben, pourquoi elle n'a pas sa minute de silence, elle, je comprends pas. Alors, donc on est au chapitre 6 du pacte social. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet, en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu'à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. Je simplifie. Il y a la liberté naturelle, on se balade comme on veut de partout. Puis il y a le moment où on doit faire société, sinon on va crever. Donc on fait société. Et, en fait, si le pacte social est bien foutu, on reste libre dans cette société. Mais ce que dit Rousseau, c'est que ce qu'on retrouvera en fait quand il dit que la révolte quelquefois est un devoir en fait. Ce qu'il dit, c'est que si cette liberté qui est issue du pacte social déconne en fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus libre, alors on récupère sa liberté naturelle en fait. Et chacun à nouveau peut faire ce qu'il veut en fait, puisque un peu ce qui va se passer. Tout le monde le voit bien. Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque société avec tous ses droits à toute la communauté. Car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Voilà, là, ce qu'il dit, ce qu'est l'intérêt. Bon, lui, ce qu'il décrit, hein, c'est un pacte démocratique. Attention, c'est l'Ancien Régime, hein, donc c'était très chaud à l'époque de dire ça. Donc, ce qu'il dit, en fait, c'est que bon, puisque tout le monde est égal, personne n'a intérêt, en fait, le principe c'est ça, personne n'a intérêt à charger les autres, en fait. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'aliénation de sa liberté à la société. L'union est aussi parfaite qu'elle ne peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'en aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge, prétendrait bientôt l'être en tous. L'état de nature subsisterait et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Alors, ce qu'il dit, en fait, c'est que il ne peut pas rester de subsister de régime de privilège, en fait. Il faut que l'égalité soit totale, en fait. Pourquoi
Parce que sinon, ça va créer une distorsion et puis à un moment, en fait, l'association, enfin, il y a le ver est dans le fruit, en fait. Donc, voilà, tout ce qui représenterait un régime de privilèges ou d'inégalité en parallèle à ce pacte d'égalité flinguerait l'ensemble, en fait. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. C'est pour ça. Bon, voilà, il dit que en fait, comme on donne autant qu'on reçoit, on ne perd rien, mais on est plus fort parce on est en société, on n'est pas tout seul. Mais c'est surtout très bien dit. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. Moi, j'adore. C'est pas limpide, mais j'adore. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit au terme suivant. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre, encore, le corps, c'est pas encore, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Ça, il introduit la notion de volonté générale, très, très important. Et puis surtout, il parle d'indivisibilité. On retrouve l'indivisibilité quand, dans la Constitution, hein, le peuple français est un et indivisible, en fait. Bon, il a été bien divisé, là. Hein. Je crois me souvenir aussi que le président de la République est garant de l'indépendance de la France. Pourtant, ça en fait les présidents de la République qui l'ont vendu, la France, en fait, qui l'ont rendue dépendante. Mais bon. De toute façon, nous, chez nous, les constitutions, on les prend, on les baise, on les jette, on fait ce qu'on veut. Il y a ça aussi que j'aime bien dans la Constitution américaine, c'est le sacré, le caractère sacré de la Constitution, quoi. Ils passent pas leur temps, ils font pas des allers-retours à Versailles tous les 15 jours pour modifier, en fait. Je dis pas que c'est parfait, en fait, mais je dis qu'elle est... En tant qu'organisme, le texte de la Constitution américaine est bien plus résistant. Enfin, c'est toujours la même Constitution, en fait. Et quant à nous, c'est un laboratoire en même temps. Hein. Il y a de bonnes chances que les Américains aient toujours la même Constitution dans 300 ans. Nous, peut-être qu'on aura fait mieux. On n'en est pas là. On n'en est pas là. À l'instant. Alors, je vais vous relire quand même, parce que c'est important. Si donc on écarte du pacte social, on trouve, bon, voilà. Lui, voilà ce qu'il croit être la déclaration fondamentale d'un pacte social authentique et réel, en fait. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Pourquoi c'est important de comprendre ces choses-là? Parce que, par exemple, quand j'entends après une élection des journalistes, bon, c'est exagéré hein, de dire journalistes, des cintres qui parlent, dire que 54% des Français ont voté pour bidule et, je sais pas moi, voilà, 46 pour machin. C'est un scandale, en fait. C'est un putain de scandale. Une élection, une fois que le résultat de l'élection est tombé, c'est le peuple français qui a voté pour machin ou bidule, dans son ensemble. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas voté pour machin, en fait, une fois que le machin est élu, sont considérés, en théorie politique de l'époque, enfin pour Rousseau, comme
ayant voté pour celui qui a été élu, alors même qu'ils n'ont pas voté pour lui. Mais comme ils se sont donnés à la volonté générale, ils en acceptent le verdict. Ils le font leur entièrement, même s'ils n'ont pas voté pour cette personne. Donc, quand Machin gagne avec 54%, ce n'est pas 54% des gens qui ont voté pour lui, c'est 100% des gens qui ont voté pour lui. Juste à la seconde où le résultat tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une mystique du suffrage universel, qui est que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'exprime, c'est la volonté générale, c'est un être, une entité supérieure. On a tous nos angles morts, on a tous nos... Mais quand on vote tous ensemble, la volonté générale s'exprime, cette entité supérieure apparaît et parle. Et on s'y soumet tous de bon cœur, en fait. C'est une mystique. Et mais ce qu'on a commencé, la désacralisation de la politique, elle a commencé quand on a commencé à les camemberts électoraux, en fait. Les camemberts électoraux, c'est exactement comme le camembert communautaire. C'est-à-dire que on divise. Il y a l'analyse, c'est un danger, en fait. C'est un danger. Et bien sûr, il faut le faire, mais il faut jamais oublier la synthèse. Voilà. Mais bon, maintenant, si vous parlez d'union nationale, ou même de nation, vous êtes. Pourtant, c'est ce dont on aurait besoin, en fait. Hein, non, c'est pas l'union, c'est pas la réunion, c'est pas l'unité nationale, l'indivisibilité dont on aurait besoin. Moi, je crois. Mais on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de le penser, on n'a pas le droit de le ressentir, on n'a pas le droit de l'espérer. Faut se... Puis dans tous les domaines, quoi. Du coup, on se retrouve avec LGBTCQ+, RVW, racine carrée. Ça, c'est pour la sexualité. Pour les races, j'en parle même pas. Pour les religions non plus. Enfin, il y a une folie analytique, en fait, à l'œuvre. Et qui est une folie prosaïque, en fait. Il n'y a plus de mythes. D'ailleurs, on attaque aussi tout ce qui est roman national, etc. À force de balancer comme ça des hectolitres de cynisme, des milliards, comme des montagnes de gravier, de prismes mathématiques qui nous écrasent en fait. Eh bien, on en arrive maintenant où on en est en fait. On compte les balles et les victimes. À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'Assemblée a de voix. Voilà. C'est ça, le corps moral et collectif. Donc, tout à l'heure, dans le chapitre précédent, il parlait de qu'est-ce qu'il fait. Il faut qu'un peuple soit un peuple. En fait, avant n'importe quelle institution, il faut que ce soit un peuple. Puis au moment du pacte, il se constitue un corps moral et collectif. C'est l'entité dont je parlais, en fait, l'entité mystique. La volonté générale, c'est le tout supérieur à la somme des parties. Les gens croient qu'ils sont démocrates parce qu'ils sont pour les élections, en fait. Mais c'est pas ça, en fait, être démocrate. C'est croire que le tout est supérieur à la somme des parties. Croire qu'il existe un corps moral et collectif. Que la volonté générale, c'est quelque chose, c'est un produit un peu intangible, mais certain, un élixir. Si on ne croit pas à ça, on n'est pas démocrate. Voilà. Mais bon, plus personne n'est démocrate. Hein. Il n'y a plus de peuple. C'est très bizarre. Moins il y a de peuples, plus il y a de gens qui sont accusés de populisme. Populisme, c'est magnifique d'être populiste. Le peuple, c'est magnifique. Oh, mon Dieu. Là, il y a un tel mépris, en fait. Un tel mépris, tout le monde se sent tellement autorisé à considérer le reste de la société comme une bande de couillons.
Alors, donc je vous relis ça. Cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'Assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de cité et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. C'est sublime, quoi. Bon, il faut que je relise. À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, donc au moment du pacte social, à l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'Assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Voilà, c'est vraiment la naissance d'une entité politique, en fait, hein, qui est indépendante de ses membres. Ça ils fondent. Ils fondent la mystique de la République, de la démocratie, la mystique. C'est une mystique politique, en fait. Hein. Cette personne publique qui se forme ainsi, donc il la considère comme une personne, la volonté générale. C'est comme si un peuple, en fait, quand il y a le pacte social, il crée une personne, une entité. La France, oui. Le peuple français, il y a quelque chose qui est créé, en fait. Ceux qui ont vu le film Pacific Rim diraient un kaiju. J'adorais ce film. Ceux qui ont vu Pacific Rim, ça les fera rire que je compare cette entité politique à un kaiju, mais bon, ceux qui ne l'ont pas vu ne comprendront pas, mais c'est pas grave. Allez regarder Pacific Rim, R.I.M. C'est fou, c'est baroque, c'est extraordinaire. Donc cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de cité et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple. Ils s'appellent en particulier citoyens comme participants à l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre. Il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, avant le chapitre 7 du souverain, qu'on verra demain. C'est cette question du peuple, faire peuple en fait. Faire peuple. Il y a plusieurs façons de faire peuple en fait. Et c'est tout. La question de qu'est-ce qui fonde une unité mystique aussi. Bon, c'est pas Rousseau, hein, ça c'est moi. Hein. Et le problème en fait, c'est que et ça vient c'est dans toutes les religions. Par exemple, vous écoutez le pape, pour lui, les pays, les frontières, etc., sont superflus, ne devraient pas exister. Si vous regardez la théologie, même de l'Église catholique, hein, la théologie officielle, bon, il s'en accommode, mais il y a un seul monde, une seule humanité. Bon, pour l'Oumma musulmane, c'est ça l'unité, le corps. Comment il a dit? C'est quoi son expression? La personne publique, là, comment il a dit? Merde. Le corps moral et collectif. C'est l'Oumma. C'est transnational, c'est... Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment où en France, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de corps moral et politique. Si en face, vous avez un corps moral et politique millénaire, transnational, qui arrive et qui dit, bon ben là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mystique, il n'y a plus de principe d'unité, il n'y a même plus d'ambition d'unité, c'est même mal vu, en fait, de parler de peuple, de parler de nation, de parler d'unité nationale. La nature ayant horreur du vide, là, c'est moi qui fais appel à la nature, par Rousseau. Ben voilà, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal, quoi. Puisqu'on est tous des individus, là.
On n'appartient plus à rien. On est une sous-région de l'Union européenne. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien, vous croyez. On ne peut pas rester comme ça sur un territoire. Il faut un corps moral et politique, une unité mystique, une personne, cette fameuse personne là dont il parle, cette personne publique, la personne publique. Voilà, il y en a une qui se propose un peu violemment. Enfin, et ça sert à rien de chialer et de geindre, hein. Rien du tout. À moins de reconstituer un corps moral et politique en face, avec une véritable proposition. Mais la laïcité et la liberté d'expression, ça ne peut pas exister sans peuple, sans un peuple qui s'aime lui-même. Ça ne peut pas exister sans fierté, sans orgueil, sans amour, sans frontières, sans monnaie. Voilà, ça c'est moi qui le pense. Vous pensez ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas très, ça compte pas. Hein. Sous les coups de hachoir, ce qu'on pense, ça compte pas. Ce que vous pensez, ce que je pense, ne comptera pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça ne prête pas à conséquence. Alors là, j'ai trouvé un truc. Je trouve plein de vidéos plus ou moins ringardes. Et j'aime bien ce qui est ringard. Donc, je vais mettre en générique de fin. C'est Hauser and Señorita. Alors là, le mec, il joue du violoncelle, mais avec le bras autour de la taille de sa meuf. Ils ont l'air de s'aimer. Ils sont... Je vais vous montrer. C'est vraiment de la merde. C'est de la daube, hein, ce que je vois. Regardez le dispositif. Attendez. Alors attendez, voilà. Voilà, regardez. Il joue. Vous voyez sa main? Alors ils ont une chaîne comme ça. C'est beau, c'est romantique. Puis elle chante bien, hein. Elle a un petit cœur tatoué sur l'avant-bras. Bon, alors moi j'ai rien contre les filles tatouées, hein. Ils sont à fond. Enfin bref. Voilà. Bon bah ça c'est la... Elle serait presque pas assez tatouée pour moi du coup maintenant, hein. Bon. Voilà, donc c'était Rousseau, pas Rouleau, du contrat social. Et demain on se fait chapitre 7, ok? C'est vraiment de la daube par contre, hein, ce qu'il chante. Mais bon, il s'éclate. Ce qu'on fait plus trop nous, en fait. Bon. Allez. Ça m'a donné des idées, ces tatouages.